Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de poursuivre avec vous aujourd'hui notre émission Happiness Factory, cette émission qui vous invite à vous fabriquer un bonheur qui vous ressemble, un bonheur onctueux comme une mousse au chocolat, mais 0 calories, donc totalement décomplexé. Youpi! Alors Happiness Factory, je vous le rappelle, c'est votre rendez-vous mensuel sur le vaste thème du développement personnel et du bien-être. C'est tous les vendredis, le premier vendredi de chaque mois, de 10h à 11h, une émission qui vous aide à mieux relever les défis du quotidien grâce aux conseils pratiques de mes invités. Alors aujourd'hui, nous allons parler de système immunitaire, un sujet bien sûr de circonstance. Et surtout, nous allons voir comment le renforcer, comment booster vos défenses immunitaires grâce à l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est ce système de santé plurimillénaire qui nous vient de l'Inde. Et pour nous accompagner et tout nous dire à propos de l'Ayurveda, eh bien, j'ai invité une praticienne en Ayurveda qui s'appelle Aurélie Goutin. Bonjour Aurélie. Bonjour Barbara, je te remercie de m'accueillir. Je suis vraiment ravie de pouvoir participer à cette émission avec toi et de pouvoir justement partager l'Ayurveda avec tes auditeurs. Alors, on se réjouit toutes et tous. Je rappelle quand même un peu pour faire connaissance avec toi, pour ceux qui ne te connaissent pas encore en tout cas, tu es thérapeute en Ayurveda, tu pratiques aussi évidemment des massages ayurvédiques, ça en fait partie, on en parlera. Hein. Oui. Tu fais de la réflexologie plantaire, Oui, tu enseignes aux parents le massage des Shantala, oui. tu donnes aussi des cours de yoga pour parents et enfants, Oui. et si je ne m'abuse, tu es en train de finaliser une formation pour être doula postnatale. Donc, il s'agit d'accompagner les jeunes parents à travers des soins et des massages, un soutien émotionnel et même de la cuisine ayurvédique. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'en fait, selon l'Ayurveda, la maternité a un caractère presque sacré. Si je peux dire ça comme ça. Donc, il y a beaucoup de textes qui ont été écrits à l'époque autour de la maternité. C'est une période qui est extrêmement importante dans la vie des jeunes parents. Donc, l'Ayurveda et son approche douce peut effectivement être très intéressante pendant cette période pour retrouver plus rapidement une bonne santé, que ça soit physique, mais aussi mentale. Et la cuisine ayurvédique est aussi très, très importante justement après un accouchement pour retrouver justement son énergie, pour peut-être mettre en place plus facilement l'allaitement. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, oui, autour de la maternité. Il y a aussi, comme tu le disais, Barbara, le massage bébé Shantala, qui est une très belle occasion justement de renforcer les liens d'attachement entre le bébé et ses parents. Donc, le massage, c'est justement quelque chose d'intéressant à faire avec un petit bébé. Donc, après sa naissance, de le faire même quotidiennement, c'est quelque chose qui est très intéressant, oui, pour les parents et pour le bébé, bien sûr. Qu'est-ce que l'Ayurveda au juste, Aurélie, pour des gens qui sont novices comme nous? Comment tu peux le dire? Alors déjà, effectivement, comme tu le disais, Barbara, donc il faut savoir que l'Ayurveda est un outil qui nous vient d'Inde. C'est la médecine indienne. C'est une très vieille médecine. C'est d'ailleurs l'une des plus anciennes médecines au monde avec la médecine chinoise, puisque c'est une médecine qui date d'il y a plus de 5000 ans. Et si tu veux, en fait, le but de l'Ayurveda, c'est vraiment de maintenir la bonne santé dans le corps. Donc, on part du principe aussi que chaque individu a ses caractéristiques. Donc, l'Ayurveda va vraiment nous inciter à parler de l'individu en tant que tel et d'adapter des soins, d'adapter son alimentation, d'adapter son origine, sa routine de vie selon en fait tes besoins. Donc c'est aussi une médecine qui est tournée autour des éléments de la nature. Donc il y a 5 éléments qui sont distincts. Donc il y a l'éther qu'on connaît un petit peu moins, qui est en fait l'espace. Il y a l'air. Il y a l'énergie du feu, la terre et l'eau. Et en fait, chaque individu va avoir ces éléments en lui
mais dans des proportions différentes. En fait, c'est ce qui va vraiment nous différencier l'une de l'autre. Et donc, c'est ce qu'on va appeler aussi les doshas. Donc, les doshas, c'est un terme qui est un petit peu, enfin, qui est relativement connu pour les personnes qui se sont déjà intéressées à l'Ayurveda. Donc, les doshas, c'est une combinaison des éléments de la nature et qui va vraiment caractériser un individu. Il y a 3 doshas qui existent. Alors, le premier dosha, c'est le dosha Vata. Donc, ça va être plus l'énergie de l'air, du vent. Le deuxième dosha, ça va être le dosha Pitta. Donc, Pitta, ça va être plus l'énergie en fait du feu. Et le troisième dosha, ça va être le dosha Kapha, qui est, lui, un dosha beaucoup plus terrestre, en fait. C'est l'énergie de la terre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les individus, toi et moi, Barbara, on a les 3 doshas en nous, mais comme je te disais, ce qui va nous différencier, c'est vraiment la proportion de ces doshas en nous. C'est-à-dire que la plupart des gens vont avoir en général 2 doshas prédominants. Certaines personnes vont avoir un dosha prédominant. Et plus rarement, il y a des personnes qu'on appelle donc des personnes tridoshiques qui vont vraiment avoir les 3 doshas en eux, mais c'est plutôt rare, je n'en ai même jamais vu. Mais pour la petite histoire, on disait que Bouddha était tridoshique, donc il avait les 3 doshas de manière équitable dans sa constitution. Et le but de l'Ayurveda, en fait, c'est de toujours revenir à son dosha de naissance. C'est ce qu'on va appeler en fait notre prakruti. C'est vraiment la constitution qu'on a eue à notre naissance, comme je te disais. Et le but de l'Ayurveda, c'est de toujours revenir à ça. Parce que notre prakruti, donc nos doshas, ils peuvent, au fur et à mesure de notre vie, en fait, se déséquilibrer avec différentes choses. Donc, ça va être surtout par rapport à l'alimentation. J'en parle très souvent en premier parce que finalement, l'alimentation, c'est quelque chose qu'on fait plusieurs fois par jour. Hein. On se nourrit au moins 3 ou 4 fois par jour en général et c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, bien sûr. Il y a aussi l'âge qui va avoir une répercussion sur nos doshas, donc les périodes de notre vie. C'est-à-dire que les enfants, ils sont plus dans l'énergie kapha, donc l'énergie terre. L'adolescent, il va être plus dans l'énergie pitta, donc l'énergie feu. C'est pour ça que beaucoup d'adolescents ont des sentiments parfois de colère ou ils tombent amoureux facilement. Ça, c'est des énergies très pitta. On reste dans l'énergie pitta en général jusqu'à 50 ans environ. Donc, l'énergie pitta, c'est aussi une énergie qui est très active. Et à partir de 50 ans, en moyenne, on va tomber dans l'énergie plutôt vent, donc l'énergie vata. Et ça va se caractériser par parfois des problèmes d'ordre vata qui vont être peut-être des problèmes, tu vois, de sécheresse de la peau, des problèmes articulaires, de l'arthrose, etc. Enfin, il y a beaucoup de problèmes liés à vata. Mais disons qu'en prenant de l'âge, on va aussi, nos doshas vont avoir une fluctuation. Donc, il y a l'alimentation, l'âge, il y a aussi… Oui. Je t'arrête juste, Aurélie. Oui, dis-moi. Pour être sûr d'avoir bien compris aussi, oui. pour être tout à fait clair, oui. On a à la naissance un certain dosha. Oui. Celui-là, il est en quelque sorte immuable. C'est notre dosha de base. Tout à fait, oui. Mais ce que tu es aussi en train de dire, c'est que ce dosha, il va évoluer au fil du temps et de l'âge. Oui, tout à fait, il va évoluer, c'est-à-dire qu'il va peut-être se déséquilibrer. Le but… D'accord. Oui. D'accord. Donc, il va être en excès, si tu veux. Il peut être aussi en insuffisance, mais c'est quand même très, très rare. En général, il va plus augmenter, donc il va être en excès. Et si on veut, plus le dosha sera en excès, plus on a de la chance à ce moment-là aussi d'avoir, enfin de la chance, c'est pas vraiment le terme, mais disons plus on a on pourrait être peut-être avoir justement des problèmes de santé. Notre immunité sera plus faible. C'est pour ça que l'Ayurveda nous recommande toujours de revenir à notre prakruti, donc à notre constitution de naissance. Parce que plus on s'éloigne de cette prakruti, de notre dosha de naissance,
plus on a des possibilités, comme je te disais, d'avoir une maladie plus ou moins grave. Alors des fois, ça peut être des petites maladies, je dirais plutôt des désagréments en fait, même mentaux. Donc ça va être du stress, de la colère, de la jalousie, des choses comme ça qui sont pas forcément très dramatique, on va dire. Mais ça peut aussi, si les doshas s'éloignent vraiment de notre prakruti, de notre constitution de naissance, ça peut déclencher parfois des maladies plus ou moins graves. Oui. Et notre immunité sera plus faible aussi. Donc, d'où l'intérêt de connaître son prakruti, son dosha de base. Tout à fait. Et ensuite, bien entendu, tout au long de la vie, et surtout quand on passe un peu des étapes clés, de l'équilibrer en permanence pour être le plus proche possible de sa constitution. C'est ça. D'accord. Donc peut-être que tu voulais encore dire d'autres choses. Oui, non, je voulais juste en fait énumérer effectivement les causes de déséquilibre que l'on peut rencontrer dans notre vie. Donc comme je disais, c'est vrai qu'il y a l'alimentation, j'en parle beaucoup parce que c'est très important. Et c'est aussi grâce à l'alimentation qu'on peut aussi retourner à sa prakruti assez facilement. En fait, c'est pour ça que pour moi, l'alimentation, c'est un sujet important. Après, donc, il y avait l'âge dont je parlais rapidement. Il y a aussi les saisons, parce qu'il faut savoir qu'au cours de l'année, notre dosha va être aussi influencé par les saisons. Donc là, on est en automne, donc c'est une saison qui va être un petit peu plus froide avec beaucoup de vent. Donc, on va être plus dans l'énergie vata, dans l'énergie du vent. Quand on va être vraiment au cœur de l'hiver, donc qui va avoir peut-être de la neige, il va faire vraiment très très froid, là on sera plus dans l'énergie kapha, l'énergie terre, qui a un dosha très froid. Et cet été, donc je dirais peut-être à partir plutôt de la fin du printemps, donc quand les températures vont augmenter, on sera plus dans l'énergie pitta, l'énergie feu, avec les fortes chaleurs. Donc, nos doshas, oui, évoluent aussi au courant de l'année. Alors ça, c'est important de le savoir parce qu'il y a par exemple des personnes qui vont être de dosha vata, pitta, donc vent et feu. C'est-à-dire qu'en été, il faudra que ces personnes soient peut-être un petit peu plus vigilants avec leur élément feu, donc ils vont devoir calmer pitta. Et en automne, ils vont peut-être faire un petit peu plus attention à l'énergie vata, donc vent, et travailler en priorité sur ce dosha. C'est pour ça que je parle aussi des saisons parce que, comme je te disais, il y a beaucoup de personnes qui ont deux doshas prédominants, donc c'est des fois important de rééquilibrer finalement ces deux doshas suivant la saison. Voilà. D'accord. Et toi, alors, comment tu fais pour établir le diagnostic, entre guillemets, si je peux parler de diagnostic, comment tu fais pour déterminer le dosha d'une personne? Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'indices finalement qui vont me permettre de déterminer le dosha. Il y a tout d'abord les caractéristiques physiques de la personne. Donc, les personnes sont plus ou moins marquées, si je peux dire ça comme ça, par leur dosha. Donc, c'est vrai que physiquement, déjà, il y a beaucoup de choses qui me permettent de déterminer le dosha. Il y a des fois aussi l'activité professionnelle, il y a les sentiments de la personne, c'est-à-dire que si la personne, elle se sent tout le temps en colère ou si les personnes sont plutôt anxieuses, il va avoir peut-être des petits problèmes de santé qui vont permettre aussi de connaître les doshas. C'est-à-dire qu'une personne qui va me dire au début d'une consultation qu'elle est constamment anxieuse, elle a des problèmes de sommeil, elle se réveille tout le temps la nuit, elle a des problèmes d'ordre articulaire. Ça va aussi me donner des indices par rapport au dosha parce qu'en fait, chaque dosha a un petit peu ses fragilités aussi physiques. Donc, pour te donner un exemple, les personnes vata, elles vont souvent avoir des problèmes plutôt articulaires, des problèmes de circulation dans le corps. Donc, tout ça, ça va me donner des indices. Après, c'est vrai que pendant les massages, souvent, je remarque aussi par rapport à la peau, par rapport à l'absorption de l'huile, quand on applique l'huile pendant le massage sur le corps de la personne, ça va aussi me donner des indices. Enfin, il y a beaucoup d'éléments différents finalement. Mais la plupart des thérapeutes en Ayurveda
arrive quand même facilement à déterminer le dosha chez une personne. Il faut aussi savoir que si tes auditeurs, Barbara, ont envie de s'amuser à déterminer leur dosha, il existe sur Internet beaucoup de questionnaires ayurvédiques. Alors, c'est sûr que ça ne sera peut-être pas aussi juste que d'aller voir évidemment un thérapeute, mais ça peut nous permettre déjà d'avoir une petite idée de notre dosha. Donc ça, c'est possible de les trouver facilement sur Internet. Ah bah c'est une bonne idée, ça, c'est sympa. Oui. Parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant d'appliquer à soi-même ce qu'on entend, parce que ça permet aussi de valider un peu les choses. Mhm. Quand tu vas décrire les caractéristiques de chaque dosha, bah, ça va être intéressant pour les personnes de tester. Moi, la première, hein, Oui, je suis très oui, curieuse de nature et je vais vouloir tester et dire, ah bon, alors je vais voir si ça me correspond. Et puis, oui, effectivement, c'est pas aussi fin que lors d'une consultation oui. chez un spécialiste, ça c'est clair, mais ça te donne quand même une orientation. Alors, Voilà. justement, Oui. revenons un petit peu à ces doshas. Donc, maintenant que je comprends un petit peu comment tu t'y prends pour les déterminer, est-ce que tu veux nous expliquer les principales caractéristiques ou fragilités ou choses à faire en fonction de chacun de ces doshas? Oui, alors déjà, le premier dosha, donc c'est le dosha, le vata, comme je te le disais, donc ça, c'est plus l'énergie du vent. Alors, d'une manière générale, ce qu'il faut savoir peut-être avant de rentrer dans le détail des doshas, c'est que pour équilibrer un dosha, on va finalement toujours aller dans le sens inverse de ses caractéristiques pour rééquilibrer les choses. C'est-à-dire que vata, c'est un dosha qui est très sec et qui est très froid. Pour résumer, il a beaucoup d'autres caractéristiques, mais là, je vais un petit peu simplifier les choses. Donc, pour équilibrer vata, eh bien, finalement, on va lui apporter de la chaleur, puisque c'est un dosha froid de nature, et on va aussi un petit peu lui apporter, on va l'huiler, puisque c'est un dosha sec. Donc, au niveau de l'alimentation, ce que ça va impliquer, c'est que l'alimentation bien chaude, onctueuse, va être beaucoup plus adaptée pour les vatas. Donc, on va va leur conseiller d'éviter de manger des choses beaucoup trop froides, des crudités, par exemple, des fruits crus, etc. Mais on va plutôt leur conseiller d'aller vraiment vers une alimentation chaude et mijotée. Donc, tout ce qui va être les soupes de légumes, les petits plats mijotés comme le dal pour les personnes qui connaissent un petit peu la cuisine indienne, le De couscous. lentilles, hein, le Pardon? dal. Le Oui. dal, c'est un plat à base de lentilles. Oui, c'est ça. Voilà. Ça, c'est un plat, par exemple, qui est très intéressant pour les vatas parce que c'est un petit plat, justement, qu'on a mijoté. Les lentilles corail sont bien cuites. C'est onctueux. Il y a souvent de l'huile, des épices dans le dal. Donc, ça, c'est bien adapté. Il y a aussi le pot-au-feu, le couscous. Tu vois, tous ces petits plats vraiment mijotés, les currys de légumes, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment bien adapté au vata parce que, comme je te le disais, puisque c'est froid, ils ont besoin vraiment de chaleur. De Donc, chaleur et d'humidité. Il y a cette notion oui, d'humide, hein, c'est ça? voilà, d'humidité. Pour la cuisson, par exemple, on va conseiller au vata d'éviter le micro-ondes parce que c'est quelque chose qui va trop assécher en fait le vata. Donc, on va plutôt leur conseiller des cuissons avec de la vapeur, tu vois, ça c'est bien adapté, ou vraiment bien mijoté. Ça c'est beaucoup plus adapté pour les vatas. Et comme je te disais aussi, tout ce qui est vraiment sec, on va éviter. Donc les légumineuses, alors c'est sûr que c'est d'un point de vue nutritif un aliment très intéressant, mais c'est vrai que pour les vatas, je vais leur conseiller d'éviter d'en incorporer de trop dans leur alimentation parce que c'est trop sec. À part les lentilles corail, donc qui est une légumineuse qui est bien adaptée au vata, mais sinon, on va aussi éviter. Les graines germées, par exemple, c'est pareil, c'est un aliment qui est très intéressant d'un point de vue nutritif, mais pour les personnes vata, c'est un petit peu trop sec. D'accord. Donc, par exemple, tout ce qui est, comment j'allais dire, les légumes doivent être cuits dans une sauce, dans quelque chose d'onctueux. Oui, C'est ça que tu es en tout train à de dire. fait. Oui, c'est pour ça que même les soupes de légumes, tu vois, ça c'est aussi très intéressant pour les vata et d'en consommer aussi dans des périodes vata. Donc en ce moment, on est tous dans une période qui est vata puisqu'on est en automne. Donc même les personnes qui auront moins de vata dans leur prakruti que les autres pourront incorporer dans leur alimentation plus
une alimentation plus tournée pour les Vata, qui va pacifier Vata, puisque Vata, il augmente chez tout le monde en ce moment avec l'automne. Après, ce qui est aussi intéressant pour les desserts, hein, c'est d'incorporer aussi des desserts aussi un petit peu mijotés. Donc, il y a la compote de pommes, le riz au lait, tu vois, des desserts comme ça. Ça, c'est aussi intéressant de manger des desserts comme ça actuellement. Oui, éviter les yaourts, Voilà. les entremets, les crèmes qui sont toujours froides, qui sortent du frigo et qui sont froides, d'accord. Oui, exactement. Oui, voilà, ça, c'est l'alimentation qui est un petit peu plus adaptée pour les Vata. Alors, en dehors de l'alimentation, ce qui va être aussi très intéressant pour les Vata, c'est de toujours leur apporter de la chaleur, comme je te le disais, donc de bien se couvrir déjà d'une manière générale quand on sort et même chez soi. Mais souvent, les vrais Vata, en fait, les personnes qui ont un Vata très important dans leur Prakruti sont souvent frileux. Donc, ils vont souvent avoir envie de se couvrir déjà un petit peu plus que les autres doshas. Puisque je te le disais aussi, le dosha Vata, c'est un dosha qui est très sec. Donc, le fait de l'huiler, ça va aussi lui permettre de se pacifier. Donc, pour les personnes Vata, je leur conseille de beaucoup se masser. Donc, on peut éventuellement, le matin, quand on se réveille, appliquer sur tout notre corps de l'huile de sésame tiède. Ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas très compliqué à faire et qui va aussi permettre de vraiment pacifier Vata. Alors, attends, quand tu dis l'huile de sésame tiède, ça veut dire concrètement, je prends mon huile de sésame, je la mets dans une casserole et je la chauffe. Oui, tu peux la chauffer. Après, il y a certaines personnes qui, si on a un chauffe-biberon à la maison, on peut tout simplement aussi la faire chauffer dans un chauffe-biberon. On peut la placer un petit peu sur le radiateur, dans une petite coupelle. On peut la faire chauffer de différentes manières, mais je conseille de la faire chauffer parce que en la chauffant, notre peau, notre corps va beaucoup mieux assimiler en fait l'huile de sésame et ça va aussi aider vraiment à pacifier Vata puisqu'on va apporter le côté huileux de l'huile de sésame, bien sûr, sur le corps. Et on va aussi apporter de la chaleur, donc avec l'huile qui est tiède ou chaude. Alors, tout de suite, une question pratique, Aurélie. Moi, j'utilise l'huile de coco pour le corps. Oui. Alors, qu'est-ce qui est le mieux? L'huile de sésame est meilleure que l'huile de coco? Est-ce que c'est la même chose? Alors, c'est une très bonne question. Alors, en fait, l'huile de sésame, elle convient mieux déjà au Vata, puisqu'elle est un petit peu plus chaude, on va dire. L'huile de coco, en fait, elle est aussi très intéressante, mais tu vois, l'huile de coco, je vais plutôt la conseiller aux personnes Pitta, parce que c'est une huile qui est rafraîchissante. Donc, pour les Pitta, elle sera beaucoup plus intéressante parce que Pitta, rappelez-vous, donc c'est l'énergie du feu. Donc, pour calmer Pitta, on va aller dans l'énergie inverse, donc le feu, ça va être bien sûr la fraîcheur, hein, l'énergie inverse. Donc, l'huile de coco, elle va être intéressante pour les Pitta parce qu'elle va les rafraîchir. Mais sachez que l'huile de coco, elle est de toute manière toujours très intéressante l'été, puisqu'en été, on est dans une période Pitta. Le Pitta va augmenter chez tout le monde, hein, même chez les personnes qui ne sont pas forcément de constitution Pitta principale. Donc, l'huile de coco, oui, on peut l'utiliser, mais plutôt en été. Ce que j'explique pour les huiles, je fais une petite parenthèse, mais c'est aussi voilà pour le massage des bébés, parce que comme tu le disais, Barbara, au début de notre entretien, donc j'enseigne aussi le massage bébé. Ces huiles, on peut les utiliser aussi sur les enfants et sur les bébés. Donc, pour votre bébé, vous pouvez aussi le masser en été avec l'huile de coco et en hiver ou en automne, enfin actuellement, plutôt avec l'huile de sésame tiède. Si on est plutôt frileux et qu'on a besoin de se réchauffer, ce qui peut aussi être intéressant pour les massages, c'est d'incorporer dans notre huile de sésame un petit peu d'huile de moutarde. C'est une huile qui est un petit peu moins connue, qu'on utilise beaucoup dans la médecine ayurvédique pour ses propriétés réchauffantes. Donc, on peut, je dirais, peut-être faire un mélange, environ 3/4 huile de sésame, 1/4 huile de moutarde et appliquer cette huile sur tout le corps. Quand on est dans une période assez froide en hiver, ça peut être intéressant parce que ça va vraiment bien réchauffer l'organisme. Pareil pour les bébés, c'est une huile qu'on peut utiliser. C'est une huile, je fais encore une petite parenthèse sur cette huile de moutarde, c'est une huile qui est aussi très, très intéressante pour le massage du ventre, parce qu'elle est réchauffante
Et en Ayurveda, on parle, pour les personnes qui se sont déjà un petit peu intéressées au sujet, on parle beaucoup de Agni. En fait, c'est le feu digestif. Agni, c'est une notion très, très importante en Ayurveda parce que plus Agni brûle, plus Agni est haut, en fait, mieux on va bien assimiler tous les aliments qu'on va donner à notre corps. Et l'huile de moutarde, elle permet un petit peu de raviver aussi Agni, de réchauffer notre feu digestif. Donc, si on a des problèmes d'ordre digestif, ça peut être intéressant de se masser régulièrement le ventre avec de l'huile de moutarde. Et pour les bébés, c'est pareil. Alors justement, l'huile de moutarde, on va la trouver où, Aurélie? Parce que moi, j'en ai jamais entendu parler. Oui, alors on me pose très souvent la question. Malheureusement, dans la région, je n'en ai encore jamais trouvé dans des magasins. Donc cette huile, je suis obligée de l'acheter sur Internet. Je préfère aussi acheter les huiles dans les petits commerces de proximité, mais pour l'instant, je n'en ai encore jamais trouvé. Mais si quelqu'un en trouve une dans un petit commerce aux alentours, je suis preneuse. Bon, le message est reçu. Avis à nos auditrices et à nos auditeurs, si vous savez où on peut se procurer de l'huile de moutarde en Alsace, dans le Haut-Rhin, n'hésitez pas à nous faire signe sur Radio MNE ou directement sur Aurélie Goutin. Voilà. D'accord, très bien. Et petite précision quand même, parce que tu parlais des bébés, je pense que c'est bien aussi que tu nous précises la qualité de l'huile qu'il faut utiliser. Là, je parle de l'huile de sésame, comme l'huile de moutarde ou d'autres. Qu'est-ce que tu nous recommandes en qualité? Oui, alors effectivement, comme tu le surlignes, Barbara, tu as tout à fait raison. Pour les bébés, surtout évidemment, et pour nos enfants aussi, il faut vraiment être irréprochable sur la qualité de l'huile. Alors, ce que je vous recommande, c'est de toujours utiliser une huile biologique et de vérifier sur l'étiquette qui est l'inscription première pression à froid. Ça, c'est important, ça va vraiment vous garantir une huile de qualité. Surtout que les bébés, souvent, à partir d'un certain âge, ils commencent à mettre les mains en bouche. Donc, c'est aussi important que l'huile, en fait, puisse être comestible. Mais selon l'Ayurveda, on parle du principe que si vous pouvez, l'huile est comestible, eh bien, c'est un produit que vous pouvez appliquer sur la peau. On devrait, selon l'Ayurveda, appliquer sur notre peau uniquement, en fait, des produits que l'on peut consommer, tout simplement. D'accord. Ok, très bien. On va te laisser poursuivre parce que là, on a abordé un dosha. Il y en a encore deux autres. Oui, donc moi, je pense que je n'ai pas encore abordé le mien, donc je suis curieuse. Alors, le deuxième dosha, oui, ça va être donc le dosha Pitta. Donc, ça va être l'énergie du feu. C'est pour ça que c'est un dosha qui est en pleine explosion en été, quand les températures sont plus hautes. Donc, vous l'aurez compris, puisque le dosha Pitta, c'est le feu. Pour l'apaiser, on va aller dans les caractéristiques opposées du dosha. Donc, ce qui va lui permettre de se pacifier, ça va être de lui apporter de la fraîcheur plutôt. Donc, dans l'alimentation, ça va être intéressant de le rafraîchir. Je dis bien rafraîchir. Ça, c'est important de le surligner parce que l'Ayurveda nous recommande toujours de ne jamais rien consommer de froid. Mais ça, c'est valable pour tous les doshas. Donc, quand je dis froid, pour moi, ça va être une boisson avec des glaçons, par exemple. Ça va être aussi des aliments qui vont sortir directement du réfrigérateur. Ça, c'est très mauvais selon l'Ayurveda pour les 3 doshas. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous consommez quelque chose de trop froid, eh bien, ça va complètement éteindre Agni, ce feu digestif dont je vous parlais. Donc, pour Pitta, ça va être rafraîchir, mais pas trop froid. Alors, comment rafraîchir Pitta? Eh bien, on peut utiliser des épices rafraîchissantes. Il y a par exemple la menthe qu'on trouve très facilement, surtout en été. Il va aussi avoir la coriandre qui va être une épice aussi très intéressante pour Pitta. Les légumes verts, d'une manière générale, c'est aussi très, très intéressant pour rafraîchir Pitta. Il y a un autre aliment dont je parle très souvent pour Pitta qui est très, très intéressant. Ça s'appelle le ghee. Ça s'écrit G-H-2-E. C'est le beurre clarifié indien qu'on peut faire soi-même. C'est très facile à faire sur Internet. Il y a beaucoup de recettes, beaucoup d'explications pour faire son ghee soi-même. Je ne vais pas forcément vous donner la recette maintenant, mais vraiment, je vous encourage à essayer de le faire parce que ce n'est pas compliqué. Mais sinon, on peut aussi en acheter tout fait dans les magasins bio.
on trouve aussi facilement du ghee. Alors, le ghee pour les pitas, c'est très intéressant parce que ça va aussi permettre de rééquilibrer pita. Donc, le ghee, on peut l'utiliser pour la cuisson des aliments, la cuisson des légumes, par exemple. On peut aussi en rajouter dans, je sais pas, du lait végétal, par exemple. Si le matin, on a envie de prendre une petite boisson végétale, on peut rajouter une cuillère à café. On peut vraiment en utiliser de différentes manières, mais c'est aussi un aliment qui est très intéressant. Ce qu'on va éviter, vraiment, on va conseiller d'éviter au pita, en fait, ce sont tous les aliments acides déjà. Donc, ça va être, par exemple, dans les fruits et les légumes, il va y avoir la tomate qui va être très acide, l'ananas, c'est aussi quelque chose d'acide. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les protéines animales sont aussi acidifiantes pour l'organisme. Donc, pour les pitas, on va leur conseiller aussi d'éviter d'en consommer de trop. On va aussi leur conseiller d'éviter tout ce qui va vraiment être excitant parce que Pitta, c'est déjà un dosha qui est très, très actif avec la présence du feu. Donc, on va leur conseiller d'éviter l'alcool, la cigarette, le thé, le café, en fait, des choses qui sont très excitantes pour le feu, qui vont rajouter finalement du feu sur du feu et qui va trop augmenter Pitta. Pour bien aussi pacifier Pitta, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de vraiment essayer de manger dans la nature, de se promener dans la nature. En fait, les Pittas sont très sensibles au fait d'être dans la nature d'une manière générale. Donc ça peut être aussi intéressant pour les Pittas. Essayer de faire de belles balades dans la nature et de profiter de ça au maximum. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler des moon milk. On en parle beaucoup en ce moment sur Internet. En fait, ce sont des laits avec différentes épices ayurvédiques, avec du ghee aussi. Et c'est une boisson qu'on consomme en général le soir avant d'aller se coucher et qui nous permet d'avoir un sommeil beaucoup plus profond et réparateur. Et dans ce moon milk, en général, on trouve aussi une plante dont vous avez peut-être entendu parler. Ça s'appelle l'ashwagandha. C'est une plante qui est très réputée dans la médecine indienne, qui permet déjà de renforcer son immunité. Donc, c'est intéressant pendant cette période, évidemment, d'en consommer. Et c'est aussi une plante qui permet de se calmer et de trouver un sommeil très profond et très réparateur. Donc, dans ce moon milk, vous pouvez peut-être mettre une petite cuillère à café de ghee et ça vous permettra de consommer du ghee finalement au quotidien. Alors moi, j'ai jamais entendu parler de ce moon milk, mais ça m'intéresse parce que ça me rappelle quelque chose que je faisais avec mes enfants quand ils étaient petits et qui n'arrivaient pas à dormir. Je leur préparais une tasse de lait, même du lait végétal, et je mettais dedans une cuillerée à café de miel. Et ça, c'est quelque chose que moi-même, j'ai reçu de ma mère, de ma grand-mère. C'est un petit peu le remède de bonne femme. Donc, qu'est-ce que toi, tu mets dans le moon milk? Tu peux nous donner la recette en deux mots? Alors, il existe vraiment beaucoup de recettes différentes. Si vous vous amusez à regarder sur Internet. Alors, moi, ce que j'aime bien dans le mien, mais après, ça dépend des goûts de chacun. En général, je prends du lait d'amande parce que je trouve que c'est un lait qui est très agréable au goût. Je mets un petit peu d'ashwagandha, donc c'est cette plante dont je vous parlais qui est intéressante pour l'immunité aussi, mais pour le sommeil. Je mets un petit peu de safran, un petit peu de cannelle, un petit peu de cardamome, une petite cuillère à café de ghee aussi. Et donc je chauffe mon lait végétal avec toutes ces épices. Et ensuite, quand le lait est un petit peu plus, pas froid, mais je dirais quand il est tiède et qu'on peut le boire, je rajoute, comme tu le disais, Barbara, encore une petite cuillère à café de miel. Voilà. Après, il existe vraiment différentes recettes de moon milk. Il y a des personnes qui vont rajouter aussi, par exemple, du curcuma, parce que le curcuma, c'est aussi une épice très, très intéressante dans la cuisine ayurvédique, qui est aussi excellente pour notre immunité. Donc, je vous encourage à en utiliser aussi beaucoup en ce moment. Et quand vous utilisez le curcuma, ce qui est important de faire, c'est de rajouter un tout petit peu de poivre noir parce que l'action entre le poivre noir et le curcuma va justement encore renforcer ses bienfaits. Donc, je sais qu'il y a certaines recettes de moon milk qui nous invitent à ajouter encore du curcuma et un petit peu de poivre.
Mais après, ça dépend des goûts de chacun. Voilà. Il y a aussi la recette du lait d'or. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Le lait d'or, c'est un petit peu comme le moon milk. En fait, c'est un lait qu'on peut aussi consommer le soir. Mais dans le lait d'or, par contre, il n'y a pas d'ashwagandha. C'est plutôt justement réalisé avec une pâte de curcuma et de poivre noir qu'on consomme aussi dans un lait végétal, et on peut rajouter aussi une cuillère à café de ghee. Voilà, c'est un autre lait qui est intéressant à faire en ce moment pour renforcer aussi notre immunité et consommer des épices facilement. Alors moi, j'aurais une petite prière, Aurélie. Oui. Est-ce que tu pourras, plus tard, hein, on le postera sur l'émission, est-ce que tu pourrais nous écrire ta recette personnelle de Moon Milk et peut-être un peu d'orge, et on va le poster à la fin de cette émission quand tu seras prête. Oui. Parce que vraiment, moi, je pense que c'est très intéressant, ce partage d'expérience, il est très intéressant. Et comme tu dis, sur Internet, il y a plein de choses et des fois, on est un peu perdu parce qu'on ne sait pas laquelle prendre et laquelle préférer. Toi, tu es une praticienne expérimentée, tu sais de quoi tu parles. Donc, ta petite recette, elle m'a fait bien envie. Oui, écoute, avec plaisir. Pour que je puisse le noter. Et puis, en même temps, je me dis que tout le monde pourra en profiter. Voilà. Oui, avec plaisir. Super. Bon, ben, on ferme cette parenthèse, mais c'est vrai que c'est important. Ce petit partage, il est vraiment super chouette. Merci déjà pour tout ça. Hein. C'est vraiment très, très intéressant de t'entendre nous parler de ce Moon Milk. Et puis, bah, moi, ça me rappelle des souvenirs d'enfance et je me dis qu'il y a quelque chose, tu vois, qui est au-delà des différentes traditions, puisque c'est cette histoire de lait dans lequel on met du miel. Alors, en Ayurveda, c'est un petit peu plus complexe, il y a plus d'épices et tout, mais il y avait déjà cette idée pour mieux dormir, tu vois. Donc, c'est très intéressant. Merci, Aurélie. Donc, on va continuer quand même hein, sur les doshas, puisqu'il y a encore le troisième dosha à voir. Oui. Alors, le troisième dosha, effectivement, donc ça va être le dosha kapha. Donc, c'est l'énergie plutôt de la terre. Donc, c'est un dosha qu'on va retrouver un petit peu plus en hiver, hein, quand il va y avoir beaucoup de neige, quand il va faire très froid. Donc, le dosha kapha, c'est un dosha qui est froid, aussi comme vata. Donc, lui apporter de la chaleur, ça va lui permettre aussi de l'équilibrer. Donc, de la chaleur dans l'alimentation, évidemment. Par contre, ce qui va vraiment le différencier du dosha vata, c'est que le dosha kapha, c'est un dosha qui est très lourd, alors que vata, c'est un dosha qui va être léger. Donc, ce qui va être différent dans l'alimentation, c'est que, rappelez-vous, le dosha vata, puisqu'il est léger, en fait, au niveau de l'alimentation, on va lui apporter de la lourdeur pour l'équilibrer, alors que kapha, puisqu'il est lourd de nature, eh bien, il va falloir lui apporter de la légèreté, parce que si on rajoute du lourd sur du lourd, eh bien, il se déséquilibre encore plus. Donc, pour les kaphas, ce que je vous recommande, c'est d'éviter d'intégrer dans votre alimentation beaucoup de crème, beaucoup d'huile, beaucoup de sucre raffiné, en fait des éléments très lourds, et de plutôt favoriser une alimentation beaucoup plus légère, mais toujours chaude. Ça, c'est important. Après, il y a aussi un autre aliment que je conseille beaucoup pour les personnes kapha, c'est le miel. En fait, le miel, c'est aussi un aliment, comme le ghee, hein, finalement, c'est un aliment qui apporte de l'ojas, donc de la lumière dans le corps. Donc, on peut en consommer même quotidiennement. C'est un aliment qui est très intéressant. Et pour les kaphas, il est encore plus intéressant. Il est intéressant pour tous les doshas, mais pour kapha, il est très intéressant parce qu'il rééquilibre kapha. Donc, si vous êtes kapha, vous pouvez consommer tous les jours une petite cuillère à café de miel. Ça va vous permettre aussi de rééquilibrer kapha. Ce que je conseille aussi pour les kaphas, c'est vraiment de privilégier une alimentation non industrielle où il y a beaucoup de sel, beaucoup de sucre ajouté, parce que les kaphas sont très sensibles en fait à ça. Voilà, pour résumer. Très intéressant, effectivement. Et puis, du coup, ce que tu disais, c'est qu'on a tous un petit peu de ces trois principes, de ces trois doshas en nous, mais il y en a quand même, il y a un profil qui est dominant, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, un profil, voire deux profils très souvent. Comme je vous donnais l'exemple de cette personne qui serait Vata Pitta. Donc, en été, il faudrait plutôt travailler sur Pitta, et en ce moment, donc avec l'arrivée de l'automne, on va plutôt travailler sur Vata. Voilà. D'accord.
Alors là, on a beaucoup parlé des 3 profils, des 3 doshas, on a beaucoup parlé de l'alimentation. Est-ce qu'il y a d'autres, comment je pourrais dire, d'autres recommandations? Alors, tu as aussi parlé des massages, c'est vrai, mais est-ce qu'il y a d'autres recommandations dans le style de vie, dans l'hygiène de vie, dans Oui. les choses à faire, à ne pas faire, par profil, par dosha? Oui, alors il y a une petite routine le matin que je peux conseiller de faire qui convient aux 3 doshas, qui est intéressante de faire. On n'est pas obligé forcément de suivre toutes les étapes. Je peux vous donner quelques conseils, après à vous de piocher finalement ce qui va vous convenir ou pas. Mais c'est vrai qu'en Ayurveda, on accorde beaucoup d'importance aux petits rituels du matin. Parce que c'est vrai que je trouve que ça donne souvent un parfum finalement à notre journée si on commence avec des petits rituels qui nous font du bien au corps et aussi à la tête. Alors, le premier rituel dont j'aime beaucoup parler, il s'appelle Gandouche. Donc, c'est un rituel qui est très, très simple à mettre en place. Le principe est le suivant. Vous prenez une cuillère à soupe d'huile de sésame, donc cette fameuse huile de sésame dont je vous parlais, que vous gardez en bouche, que vous n'avalez pas, mais que vous laissez dans la bouche, je dirais 5 à 10 minutes, et que vous recrachez ensuite. Donc, pour les personnes pressées, souvent, je leur conseille de simplement prendre la cuillère d'huile de sésame dans leur bouche, d'aller prendre leur douche et de la recracher après la douche, tout simplement. Donc, on n'a finalement pas perdu beaucoup de temps dans notre journée. Donc, c'est très simple à faire. Et ce rituel, donc Gandouche, il est intéressant parce que finalement, il va nous permettre de vraiment bien nettoyer déjà notre bouche par rapport à toutes les petits… Les bactéries, voilà, qu'on aurait pendant la nuit, tout à fait. Oui. Donc, ça va déjà permettre de bien nettoyer tout simplement la cavité buccale. Et ça va permettre aussi de faire finalement comme une espèce de petite ostéopathie faciale qui peut aussi être très intéressante pour bien justement lubrifier, pour bien huiler toute cette partie de notre corps. Alors, il y a beaucoup de textes ayurvédiques qui ont été écrits sur ce rituel Gandouche. La liste des bienfaits est extrêmement longue, mais c'est vrai qu'on dit que ça pourrait aussi permettre d'éviter les rides, ça nous permettrait d'avoir un beau visage beaucoup plus longtemps, un visage beaucoup plus lumineux parce que le visage serait bien huilé, justement. J'ai entendu il n'y a pas longtemps que le fait de pratiquer Gandouche quotidiennement aurait aussi des impacts très intéressants sur la thyroïde, sur beaucoup de maladies différentes en fait. Donc c'est vraiment un rituel dont je parle beaucoup parce qu'il est très simple et vraiment il y a énormément de bienfaits dont je ne vais pas forcément vous parler aujourd'hui parce que la liste est longue, mais si le sujet vous intéresse, vous pouvez regarder encore une fois sur Internet ce rituel Gandouche. Et après, je crois que tu vas avoir un grand succès avec ce rituel parce que le rituel qui t'illumine la peau et puis qui t'enlève les rides, tout de suite, c'est vendeur. Ça parle. C'est pour ça que, en général, je donne ces bienfaits en premier parce que ça parle tout de suite. Mais il n'y a pas que ces bienfaits-là, il y en a bien d'autres, mais c'est vrai qu'en général, quand on sait que ça peut nous permettre d'avoir moins de rides, c'est encourageant pour le pratiquer. Alors après Gandouche, si on a envie de le faire, il y a un autre rituel, par contre, qui nécessite l'achat d'un gratte-langue en cuivre qu'on peut aussi trouver dans les magasins biologiques, qu'on peut trouver assez facilement. Et l'idée, c'est après Gandouche, donc quand vous avez recraché la cuillère, à soupe d'huile de sésame, eh bien, vous prenez le gratte-langue en cuivre et vous raclez tout simplement la langue. Donc, vous tirez la langue et vous passez 1 ou 2 coups sur la langue pour enlever éventuellement une petite pellicule blanche que l'on peut avoir au réveil. Je fais une petite parenthèse, mais si vous remarquez que vous avez une petite pellicule blanche sur la langue, selon l'Ayurveda, en fait, on appelle ça de l'ama. Ça s'écrit AMA. En fait, l'ama, c'est si on veut un petit peu des toxines qui sont présentes dans notre corps et donc il faudrait idéalement retirer le matin ou dans la journée. Donc, le gratte-langue peut être un moyen efficace de retirer cet amas. Donc, après Gandouche, vous pouvez essayer
Le gratte-langue. C'est un conseil d'hygiène simple, hein, qui n'est pas seulement propre à l'Ayurveda, qu'on retrouve aussi en naturopathie, par exemple. Hein. Oui. Et je te remercie vraiment d'avoir fait cette parenthèse parce que ça permet de rappeler un petit peu les fondamentaux et puis surtout maintenant en hiver où on a une alimentation aussi un petit peu plus lourde et plus grasse, quoi. Voilà. Après le gratte-langue, ce qu'on peut faire aussi, j'en ai parlé un petit peu au début de cet entretien, c'est l'automassage. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant de faire, surtout pour les Vata, mais pour les autres doshas aussi, parce que l'automassage, enfin le massage en général, ça permet aussi au corps de se débarrasser de l'ama, dont je vous parlais, donc des toxines, parce que le corps a vraiment besoin d'être huilé. Et le fait de se masser quotidiennement, ou même si on n'a pas forcément le temps, peut-être seulement 1 ou 2 fois dans la semaine avec une huile adaptée, donc en ce moment, ça serait l'huile de sésame tiède, ça permet vraiment aussi au fluide dans le corps de bien circuler, donc au système circulatoire, au système lymphatique, et de se débarrasser de l'ama, donc des toxines. Pour l'automassage, on n'est pas forcément obligé de se masser pendant 1 heure. Hein. On peut simplement prendre peut-être 5 minutes et surtout insister peut-être sur les articulations, sur les extrémités, donc sur le crâne. Donc, on peut s'appliquer peut-être un petit peu d'huile comme ceci sur le crâne en tapotant. Ça peut être intéressant. On peut s'en appliquer sur les pieds aussi, sur le ventre, un petit peu sur la poitrine si on se sent encombré. Mais voilà, on peut juste accorder peut-être quelques minutes à l'automassage et c'est déjà très, très efficace de pouvoir faire ça. Ouais, voilà. C'est super. Après l'automassage, si vous prenez une douche immédiatement après ce massage, ce que je vous conseille, c'est de ne pas insister pas mettre peut-être trop de savon pour essayer de garder idéalement une petite pellicule très fine en fait d'huile sur le corps. Ça peut être aussi intéressant pour continuer justement à bien huiler tous les tissus du corps. Voilà, donc on ne frotte pas trop vigoureusement l'huile en prenant notre douche. Et après la douche, ce qu'on peut faire, si on a toujours le temps et l'envie, bien sûr, l'Ayurveda nous conseille à ce moment de la journée de vraiment prendre le temps de faire peut-être quelques petits exercices de méditation, si on aime méditer, de faire quelques petits exercices de pranayama, donc la respiration, peut-être des exercices physiques aussi. Il y a la salutation au soleil pour les personnes qui connaissent peut-être, donc c'est un enchaînement de postures qui nous vient du yoga, qui est intéressant en fait de faire à ce moment-là de la journée. Ça prend aussi peu de temps, je dirais peut-être 5 à 10 minutes et ça suffit parfois aussi pour donner justement ce parfum dont je parlais à notre journée. D'accord, donc vraiment des petits rituels pour démarrer la journée qui sont faisables par tous les doshas, au contraire, hein, puisque de toute façon, ça nous permet de nous mettre en marche, de relancer la machine, si j'ose dire, hein, de manière douce, en douceur, et en même temps d'appuyer un petit peu sur l'élimination, sur fluidifier un peu le système avec l'huile, etc., etc. Donc, je te remercie. Ça, c'est vraiment des petites recettes très, très importantes et très intéressantes qu'on peut tous appliquer, tous et toutes, hein, au quotidien. J'aime bien tes petites astuces du style je prends l'huile de sésame en bouche et puis je vais prendre ma douche en même temps. J'aime bien aussi quand tu parles d'automassage, mais pourquoi pas favoriser quelques zones seulement, hein, si on a mal au ventre, un peu d'indigestion, si on se sent encombré sur les bronches. Voilà. Donc, c'est vraiment très intéressant. Là, je m'adresse aux auditrices et aux auditeurs de comprendre qu'on ne vous demande pas demain, moi ni personne d'autre, et encore moins Aurélie, j'en suis sûre, personne ne demande à qui que ce soit de devenir expert en Ayurveda, de chambouler complètement sa vie. Simplement, ce sont des petites recettes et on voit bien en t'écoutant Aurélie, et moi, la première, parce qu'il y a des choses dont je me souviens que j'ai déjà appliquées. C'est vraiment très intéressant parce que ça accorde de l'importance à notre corps, ça nous met en alignement. Hein, tout d'un coup, on est conscient de ce qu'on fait, on rentre dans la pleine conscience de ce qu'on fait. Quand on prend l'huile et qu'on la garde dans la bouche, on est en conscience de ce qu'on est en train de faire. On ne peut pas le faire en parlant et en faisant d'autres choses. Hein. Et bon, si ce n'est prendre une douche, mais je veux dire, on est quand même obligé d'être concentré sur ce qu'on fait. Et ça, c'est merveilleux. Je suis sûre que rien que ça, déjà,
ça apporte, comme tu disais, une autre coloration à la journée. Oui. Donc moi, je suis vraiment reconnaissante de nous avoir apporté tous ces petits éléments. Alors, il nous reste encore à peu près une dizaine de minutes. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter sur les doshas, sur la pratique de l'Ayurveda, ou est-ce qu'on va parler maintenant un peu plus du massage bébé Shantala? Comment tu vois les choses, Aurélie? Alors, je peux encore peut-être vous donner un petit conseil qui est aussi très, très facile à mettre en place et qui est bien adapté à la saison, c'est l'eau chaude. Alors, l'Ayurveda nous conseille aussi de boire très régulièrement des petites quantités d'eau chaude. Alors, finalement, c'est pas forcément la quantité qui va être importante, mais c'est plutôt la fréquence. Donc, l'idée, ça serait de boire, je dirais peut-être toutes les 30 minutes, une toute petite gorgée d'eau chaude. Donc, ce que je conseille souvent aux personnes de faire, c'est tout simplement le matin de se préparer une petite thermos d'eau chaude que l'on prend avec nous pour notre journée de travail. Et tout au long de la journée, donc toutes les 30 minutes environ ou une heure, hein, peu importe, eh bien, on prend une petite gorgée d'eau chaude. Et l'eau chaude, eh bien, finalement, c'est quelque chose qui peut paraître très simple, mais qui va avoir une belle incidence sur notre corps parce que ça va en fait permettre finalement de bien nettoyer tout notre système digestif et d'enlever l'amas, donc dont je vous parlais tout à l'heure, qui est très souvent présent dans notre corps. Finalement, c'est comme quand vous faites votre vaisselle, vous utilisez de l'eau chaude pour bien éliminer les saletés. Eh bien, là, le principe est finalement le même. C'est très facile à faire et ça a vraiment aussi beaucoup de vertus pour les personnes qui ont des problèmes d'ordre digestif, de la constipation, des choses comme ça. Souvent, ça peut vraiment aider à bien nettoyer notre système digestif. Ben voilà, encore une petite astuce. Oui. Je te remercie beaucoup, Aurélie, parce qu'effectivement, moi, en tout cas, j'ai déjà souvent entendu cette notion. Et puis, ben voilà, ça me rebooste, ça me redonne envie de l'appliquer. Et puis, comme tu dis, c'est vraiment facile, hein, une petite bouteille de la thermos. Ben voilà, effectivement, tout le monde peut avoir une petite thermos d'eau chaude si on est au travail. Puis, si on est chez soi, c'est encore plus simple. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Pour comprendre le dosha pitta, je m'adresse aux auditrices et aux éditeurs. N'hésitez pas à aller sur la chaîne LQH, le quart d'heure, hashtag LQH, sur Facebook. Et vous retrouverez une intervention que Aurélie a faite hier, jeudi, donc, sur comprendre le dosha pitta. Elle était en direct sur Facebook Live à 13h, de 13h à 13h15. Comme le nom l'indique, ça ne dure qu'un quart d'heure. Et Aurélie vous dit tout sur le dosha pitta. Donc, surtout, n'hésitez pas. D'ailleurs, Aurélie, tu nous as rejoint au mois de septembre. Oui. Et en fait, tous les mois. Oui, tous les mois, oui. Voilà, une fois par mois, tu nous donnes un petit conseil, une petite astuce, tu nous expliques ce qu'est l'Ayurveda sur cette chaîne, le quart d'heure, sur laquelle j'ai aussi le plaisir d'intervenir. Et donc, c'est tous les jeudis, les premiers jeudis du mois, je crois, hein, les premiers jeudis du mois, de 13h à 13h15. Voilà, je ferme la parenthèse et je te laisse peut-être sur ces quelques minutes qui nous restent encore, nous parler du massage bébé Shantala et après on reviendra sur ton site internet, ta pratique, où te trouver, etc. Oui, alors effectivement, oui, le massage bébé, on en a brièvement parlé au début de l'entretien. Donc, c'est quelque chose que je recommande parce que c'est une très belle manière de renforcer le lien d'attachement entre les parents et leur bébé. Alors, traditionnellement, le massage bébé Shantala, il est réalisé à partir du 28e jour du bébé. On peut aussi le réaliser avant, donc pendant les premières semaines du bébé, à l'aide d'une petite pâte, en fait, qu'on peut fabriquer avec de la farine de pois chiche. Le but, c'est simplement d'éviter un massage un petit peu trop intrusif avec ses mains quand le bébé est encore tout petit. Donc, c'est pour ça qu'on le réalise plutôt à partir du 28e jour du bébé. Donc, pour le massage bébé Shantala, comme je vous le disais, on va utiliser de l'huile. On va vraiment faire attention à ce que l'huile soit de très bonne qualité. L'huile de sésame, c'est vraiment une huile qui est très, très adaptée au bébé. Une autre huile dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est l'huile d'amande douce, qui peut aussi être intéressante pour les bébés qui ont, par exemple, des problèmes de sécheresse sur la peau. Ça, c'est une huile qu'on peut aussi utiliser pour les bébés.
si les bébés ont aussi des petits problèmes d'eczéma, mais je dirais plutôt un eczéma sec et peu étendu, il y a une autre huile qui est un petit peu moins connue qui s'appelle l'huile de cartame. C'est une plante herbacée qui nous vient d'Égypte et cette huile, elle peut aussi être intéressante pour les petits problèmes d'eczéma parce que je sais qu'il y a beaucoup de bébés qui ont parfois des petits désagréments au niveau de la peau. Après, c'est vrai que pour le massage du bébé, ce que je conseille vraiment aux parents, parce que quand je donne des ateliers massage bébé, je me suis rendu compte que parfois les parents n'osent pas forcément masser leur bébé parce que on a peur de nos gestes, on n'est pas forcément habitué dans nos pays à masser les bébés. C'est vrai qu'il y a d'autres traditions dans le monde qui sont un petit peu plus habituées à masser les bébés, comme dans certains pays d'Afrique, en Inde, en Asie. Ça fait vraiment partie intégrante de leur culture, mais chez nous, on est parfois un petit peu coupé du massage. Donc, ce qui est important, je pense, avec le massage bébé, c'est vraiment de se faire confiance. C'est pas du tout un massage technique comme un massage pour un adulte ou comme quand vous allez chez un thérapeute en massage. C'est vraiment un acte d'amour. Et pour renforcer donc le lien d'attachement, donc il faut vraiment se faire confiance. Ça, je pense que c'est important et pas rester concentré sur les gestes techniques. Et en Inde, on dit aussi souvent que les enfants choisissent leurs parents. Donc ça, c'est aussi une belle notion, je trouve, à garder en tête. Donc, si votre enfant vous a choisi, forcément, c'est vous qui saurez mieux que quiconque quel geste donner à votre enfant. Et ça, je pense que c'est important de le garder en tête. C'est tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi et j'aime bien ce que tu dis sur la notion de massage d'amour et non pas de massage technique qui est là finalement pour renforcer le lien bien plus que pour faire un protocole stérile. Voilà. Et puis voilà. J'ai peut-être encore un dernier conseil, Barbara, si tu me permets de vous le donner encore en quelques minutes. C'est vrai que je vous en ai pas trop parlé. Enfin, j'ai parlé des épices, mais je voulais encore vous parler très rapidement du gingembre, qui est très intéressant aussi de consommer actuellement pour renforcer notre immunité. En fait, le gingembre, on l'utilise beaucoup dans la cuisine ayurvédique pour renforcer Agni, ce feu digestif dont je vous parlais. Donc, on conseille en hiver ou dans peut-être des fois des périodes transitoires entre deux saisons, quand l'immunité est un petit peu plus fragile, un petit peu plus sensible, d'augmenter notre apport en gingembre qui peut nous aider justement à traverser la saison sans tomber malade. Alors, j'ai une dernière petite recette que je fais beaucoup et que je conseille beaucoup, qui est très facile à faire. Ça s'appelle la pâte de gingembre. Alors, l'idée, c'est de faire une petite pâte qu'on va garder dans un bocal en verre et qu'on va consommer donc tous les matins à jeun, donc éventuellement après gandouche et après le gratte-langue. Donc, on prendrait une cuillère à café de cette pâte de gingembre. Pour faire cette pâte de gingembre, il vous suffit d'avoir 3 ingrédients seulement. Donc, il faut 4 cuillères à soupe de ghee, ce beurre clarifié dont je vous parlais, qui est excellent pour les pitas, mais qui est bon pour tous les doshas aussi. Il vous faut aussi 4 cuillères à soupe de gingembre en poudre et 4 cuillères à soupe de sucre de qualité. Donc là, je vous conseille d'opter plutôt pour un sucre roux complet et pas du sucre blanc raffiné, on est bien d'accord. Vous mélangez ces 3 ingrédients et ça va vraiment vous donner une pâte, en fait, une pâte de gingembre que vous mettez donc dans ce bocal en verre dont je vous parlais et vous prenez tous les matins, comme je disais, une cuillère à café à jeun. Et ça va vraiment permettre, j'insiste là-dessus, renforcer Agni et évidemment de renforcer notre système immunitaire et d'empêcher peut-être la maladie de s'installer. Voilà, c'était le dernier petit conseil. Eh ben, dis donc, on a été très gâtés ce matin. Donc, je te remercie vraiment très chaleureusement. Cette émission est maintenant terminée. Donc, je rappelle qu'on peut te retrouver sur ta page Facebook, Aurélie Goutin, Goutin. Tu es praticienne en Ayurveda. Donc, on te retrouve sur la page Facebook en tapant Aurélie Goutin, praticienne en Ayurveda. Ton téléphone, on peut le donner à l'antenne, c'est le 06 15
34 68 22, le 06 15 34 68 22. Aurélie reçoit dans son cabinet à Riedisheim. Et puis, on peut également te retrouver, je crois que tu as un site internet qui s'appelle Aurélie Goutin, toujours, .wixsite.com/Aurélie Goutin, encore une fois. Mais de toute façon, si on te tape sur Google, je pense qu'on te trouvera. Voilà. Donc, il me reste à vous remercier. Alors, évidemment, j'essaye de faire démarrer la bande son, mais c'est toujours quand on essaye. Là, il me manque mon technicien Fata. Donc, merci à vous. Voilà, ça y est, ça démarre. Chères auditrices et chers auditeurs, pour votre écoute, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Écoutez le podcast de cette émission en replay sur thehappinessfactory.com. Nous nous retrouverons le vendredi 4 décembre pour une nouvelle émission Happiness Factory avec une autre invitée. Ce sera Alexandra Seri qui nous parlera de la reconstruction post-burnout. En attendant, restez à l'écoute de Radio MNE 107.5 ou retrouvez-nous sur le web mne.fm. À la semaine, au mois prochain, excusez-moi, à très vite en tout cas. Au revoir.